Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du studio après Tokyo. Aujourd'hui, le thème du shoujo, vaste thème, vaste sujet. Et avec moi, j'ai deux invités. Miyako Swakombe, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Tu es donc traductrice et aujourd'hui, tu vas apporter ton éclairage sur ce vaste sujet qui est le shoujo et qu'on va essayer un peu de définir, de cerner, de recontextualiser. À tes côtés, Bruno Pham. Bonjour. Directeur éditorial. Comment je pourrais exactement qualifier très précisément ton poste? Directeur éditorial des éditions Akata, c'est parfait, ça te va. Et évidemment... grand amateur, défenseur du shoujo manga. C'est ce que j'allais dire. Peut-être une des voix francophones qui porte le plus loin concernant le shoujo. Est-ce que cette étiquette tout à fait subjective que je viens de te coller te convient? J'assume, très bien. Parfait. Très bien. Aujourd'hui donc, nous allons aborder ce genre. Et voilà déjà le premier piège, en fait, le premier piège sémantique dans lequel je tombe, c'est justement le shoujo. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un genre ou est-ce que ce n'est pas autre chose, à savoir une catégorie qui serait en fait constituée de plusieurs genres? Oui, pour moi, effectivement, c'est pas un genre en soi. Effectivement, c'est plutôt une catégorie éditoriale et qui, comme toute catégorie éditoriale, fluctue énormément en fonction des époques, en fonction des éditeurs, en fonction des tendances du marché. Et finalement, comme tous les secteurs éditoriaux globalement dans n'importe quel domaine culturel, voilà, c'est quelque chose qui est protéiforme. Par contre, je pense que c'est quelque chose qui est très spécifique au Japon parce qu'effectivement, globalement, internationalement, dans la bande dessinée, dans l'art séquentiel, comme on dit, le Japon a donné, je pense, beaucoup plus de place aux créatrices, aux femmes, que n'importe quel pays. Et en ce sens-là, je pense que vraiment, le shoujo manga, il est un marqueur très important de ce qu'est la culture manga. Miyako? Oui, non, c'est vrai que le shoujo est tellement varié. Il traite de toutes sortes de thématiques. Ça peut être un shoujo, l'image qu'on a le plus du shoujo, c'est les histoires d'amour, au lycée, tout ça. C'est un peu l'image dans laquelle est enfermé en fait le shoujo, en tout cas un peu dans l'inconscient collectif des lecteurs, souvent non japonais d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors qu'il y a des shoujo qui traitent de science-fiction, de fantasy, d'horreur aussi. Et en fait, quand quelqu'un me dit « ouais, moi j'aime pas le shoujo », c'est un peu aussi perturbant que quelqu'un qui me dit « moi je n'aime pas le manga » parce que le manga est tellement varié. C'est comme si on disait « moi j'aime pas le cinéma ». Enfin, c'est tellement... il y a tellement de propositions. Oui, voilà. Et en plus, au niveau du contenu, c'est beaucoup plus profond que l'image qu'on a de la bluette sentimentale. Je pense par exemple à des autrices comme Hagi Omoto, qui sont très, très littéraires. Ces histoires de science-fiction sont inspirées d'auteurs comme Ray Bradbury. Moi, c'est comme ça que j'ai connu les Chroniques martiennes, tout ça. Et puis, ça traite aussi de sujets assez graves. Oui. Alors là, tu viens de citer vraiment une des autrices, j'ai envie de dire phare. C'est une autrice très importante, voilà, toute catégorie littéraire confondue. Mais pour rebondir sur ce que tu disais aussi, Bruno, par rapport aux autrices, si on remonte un peu aux racines du shoujo, qui remontera très loin, puisque les premiers magazines shoujo en fait, datent d'avant-guerre. Il y avait notamment des magazines comme Shoujo no Tomo ou Shoujo Club. Oui, Shoujo Club qui n'était pas tant un magazine... qui n'est pas un magazine de manga. Qui n'est pas un magazine de manga et qui justement, c'est ça qu'on appelle aussi la culture shoujo. Le shoujo manga, il naît d'une culture globale qui a des tendances artistiques et littéraires, justement entre deux guerres. Il y a aussi des illustrateurs assez connus qui ont des influences qui viennent beaucoup des États-Unis, etc. Et toute cette culture shoujo, elle naît avant même le manga. Quand tu parles de culture, tu parles d'esthétique. Oui, ils ont ce terme qu'ils appellent shoujo bunka, vraiment, et bunka c'est le terme culture, et c'est un terme qui est utilisé au Japon effectivement, pour montrer à quel point le shoujo manga il est imbriqué dans une dimension culturelle globale et qu'il a ses racines effectivement dans ces magazines qui n'étaient pas nécessairement des magazines de manga. Et c'est là une des premières racines de ce qu'on appelle aujourd'hui le shoujo manga. Mais c'est vrai que les principaux artisans en fait, des dessins ou des histoires à destination des jeunes filles, ce sont des hommes. Oui, beaucoup. Après, il y a plusieurs tendances qu'il faut noter. Il y a effectivement les magazines qui publiaient des auteurs, des hommes. Osamu Tezuka lui-même a fait des shoujo, et puis évidemment Princesse Saphir notamment. Princesse Saphir qui est souvent citée.
Et bon, voilà, même Leiji Matsumoto, ou quelqu'un qui est souvent peu associé au shoujo dans l'imaginaire qu'on en a en France, c'est Umezu, qui a fait, voilà, La femme serpent, c'est du shoujo manga, etc. Ce qui est important de ne pas oublier malgré tout, c'est qu'en parallèle des magazines de manga à proprement parler, il y avait aussi les livres de prêt, les kashihon, et dedans, il y avait des gens comme Eiko Hanamura, qui est une femme et qui dessinait énormément. Et voilà, cette culture shoujo, elle s'est développée autant dans des magazines entre guillemets professionnels que dans ces mangas de prêt, où il y avait aussi du coup des femmes qui dessinaient. Et voilà, je pense que c'est toute cette imbrication en parallèle qui a fait petit à petit émerger cette énorme catégorie éditoriale. Et puis c'est vrai que ça a été assez intéressant de voir l'émergence d'auteurs emblématiques, mais qui ont été emblématiques plutôt dans les années 60 et qui ont commencé dans les mangas de prêt. Tu parlais effectivement de Eiko Hanamura, il y en a eu d'autres. Toi, Miyako, c'est une période de l'histoire du shoujo sur laquelle tu t'es un peu penché ou qui t'a intéressé, ou est-ce que graphiquement, justement, c'est quelque chose qui personnellement en fait te touche, parce que c'est une esthétique qui est très, j'allais dire particulière, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas elle est tellement ancrée dans le temps qu'aujourd'hui quand on la regarde, il y a une sorte de sensation un peu, quelque chose de suranné, de poétique aussi qui s'en dégage, je trouve. Oui, c'est vrai, moi c'est surtout avec Hagi Omoto que j'ai découverte quand je devais être au collège, où c'était... elle touchait à plein d'univers différents et son style graphique très romantique, ça constituait, dans mon rapport intime en tant que lectrice, une sorte d'échappatoire, de m'échapper vers le monde des univers de Hagi Omoto, une espèce de promesse, de belles choses à venir. Et après, je pense qu'il y a aussi l'influence de, par exemple, Lady Oscar, donc La Rose de Versailles, qui passait en dessin animé quand on était petit. Donc on était déjà familiers, je pense, les gens de notre génération, de cette esthétique-là, qui fait que ça nous parle encore aujourd'hui. Si on relit ce genre de manga un peu vintage, ça nous parle. Et c'est vrai que le shoujo a eu des périodes fastes, on va dire, avec effectivement des autrices. Tu parlais de Moto Hagio, il y a aussi Takemiya Kaiko. Ça a été les années 60 et 70, sans parler d'âge d'or, puisque en fait les âges d'or sont malgré tout, soit on les aborde en fait de manière très pragmatique en termes de vente, soit on les aborde d'un point de vue très subjectif par rapport à nos goûts personnels. Mais c'est vrai qu'il y a eu plein de genres différents en fait, brassés par le shoujo. Tu évoquais effectivement l'horreur avec Umez. C'est vrai que très souvent, quand on évoque les histoires horrifiques en Occident, on ne les associe absolument pas au public féminin. Or, au Japon, le manga d'horreur est shoujo, c'est aussi simple que ça. Les racines du manga d'horreur, clairement, ça vient du shoujo manga, et c'est assez fréquent même aujourd'hui, dans des magazines shoujo pour petites filles, école primaire, il y a assez souvent des récits d'horreur. Des exemples qui sont assez connus, c'est La fille des enfers ou ce genre de choses qui étaient vraiment publiés dans Nakayoshi. C'est un vieux magazine. Il est là depuis très longtemps, et aujourd'hui, voilà, c'est vrai que quand on voit les couvertures, c'est rose, il y a des petites fleurs, des petites baguettes magiques, ils mettent plein de cadeaux, de goodies pour les petites filles entre guillemets à l'intérieur, mais dedans il peut y avoir des récits d'horreur. Et tous les grands d'ailleurs auteurs d'horreur, dont certains que tu traduis, effectivement sont passés par le shoujo, voire en fait aujourd'hui encore continuent à avoir certaines de leurs histoires publiées dans le shoujo. On parlait d'Umezu, mais effectivement Hideshi Ino aussi, qui est un auteur historique de manga d'horreur, était publié dans des revues shoujo. Quelqu'un comme Ito Junji a commencé en fait dans des magazines shoujo, qui était un magazine d'horreur d'ailleurs. Et dans ces publications actuelles, il y a encore des publications qui sont prépubliées dans des magazines shoujo. Donc ça, c'est vrai que c'est important de le signaler, mais voilà, il y a des revues comme le Gekkan Halloween ou ce genre de choses qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui était vraiment un magazine shoujo. Il s'appelait le Monthly Halloween. En fait, il y a tellement de ramifications dans le shoujo qu'on pourrait faire des émissions entières. On pourrait effectivement évoquer le Ladies Comic avec, on va dire, peut-être un anglage plus adulte. Après, c'est intéressant que le shoujo évolue, avec l'âge des lectrices, il évolue de plus en plus. Les magazines de prépublication ont un âge à peu près cible, et plus on grandit, moins certaines thématiques vont intéresser un lectorat de tel âge, et on va évoluer avec ces magazines-là, les intérêts pour tel style de dessin vont évoluer, et c'est vrai que c'est toujours au niveau des thématiques en phase avec les problèmes de société du Japon. Alors après, j'ai la sensation, et c'est vrai que c'est quelque chose que Tamura Yumi nous a dit assez récemment, qu'il y a eu de la part du public à un moment une attente très très prononcée pour les romances, et que cette attente très prononcée, comme tu le disais justement, les éditeurs ont dû y répondre. Et finalement, l'image qu'on a effectivement aujourd'hui du shoujo, à savoir dominante romantique,
ça a aussi été quelque chose d'impulsé par les éditeurs japonais et ça finit par devenir en fait aussi une tendance de la production très proéminente qui a fini par un peu emporter la diversité qu'on avait effectivement dans les années 70 avec notamment les autrices du groupe de l'an 24 et toutes les propositions qui étaient faites avec des récits de science-fiction, de mystère, de fantastique, d'horreur. Finalement, tout ça a commencé non pas à disparaître, mais à être un peu moins présent. Et c'est la romance qui a pris le pas. Mais la romance lycéenne. La romance lycéenne, voilà. Et c'est vrai qu'il y a des autrices, notamment toutes celles qui nous proposaient des histoires qui étaient très différentes, parfois avec beaucoup d'ambivalence. Quand on lit Hagiomoto, justement, on se rend compte qu'il y a une dimension psychologique très torturée, parfois dans certaines histoires. En fait, tout ça a fini par être un peu gommé. Enfin, pas chez elle, mais en tout cas dans la production dominante, pour peut-être entrer dans quelque chose d'un peu plus normé et qui répond peut-être plus à ce que aujourd'hui les lecteurs imaginent être le shoujo. Alors après, je pense que la production variée, elle a toujours été là. Elle était simplement moins visible. Elle marchait moins peut-être aussi. Après, moi je ne connais pas les chiffres de vente au Japon à ces époques-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne la voyait pas en France. Ça, c'est une certitude. Après, dans des magazines indépendants ou avec des tirages plus faibles, ou en se promenant dans les librairies, on trouvait toujours des shoujo manga un peu en décalage. Et puis, il y a mine de rien des éditeurs comme Akusensha, par exemple, qui ont toujours eu dans leur page de la place pour de la fantaisie, de l'action, des récits un peu ésotériques. Après, moi, ce qui me marque, c'est que, bon, effectivement, il y a peut-être une période où c'était vraiment le shoujo égale la romance, mais on a quand même beaucoup d'héroïnes très, très fortes. Alors, moi, c'est surtout mon regard de lectrice dans les années 90, on va dire la période où j'en lisais le plus, mais même des grands classiques comme Sailor Moon, c'est des personnages forts, l'homme masqué c'est un espèce de faire-valoir, il sert pas à grand-chose dans l'histoire. Je pense à Ai Yazawa aussi, notamment Gokinjo Monogatari, où donc c'est l'histoire de cette jeune fille qui est étudiante en mode, qui rêve de devenir styliste. Elle va quand même un peu choisir plutôt sa carrière au détriment de son histoire d'amour à un moment, et c'est quand même assez fort. C'est un symbole fort, carrément. Oui, c'est un symbole fort dans le shoujo manga. Mais c'est ça, en fait, je pense que c'est important de ne pas dénigrer non plus, ça c'est crucial pour moi. Justement, quand on doit parler shoujo manga, il y a un truc qui me dérange toujours, on dit oui, le shoujo manga, c'est pas que de la romance lycéenne, et c'est une manière de dire, regardez, il y a aussi de la science-fiction, il y a aussi de l'horreur, il y a aussi de la fantasy. C'est une manière aussi, c'est peut-être une vision un peu masculine ou misogyne de voir, parce que la romance c'est associé aux filles, et du coup la romance elle est forcément en dessous, mais dans des romances lycéennes il y a des trucs d'une qualité littéraire et narrative et des qualités de personnages et d'écriture qui sont excellentes. Oui, la romance ça veut pas dire médiocre en fait. Mais voilà, mais dans la bouche de beaucoup de personnes, la romance ça veut dire médiocre. Et je pense que c'est important d'affirmer que en fait la romance, et aussi la romance lycéenne, elle est importante et elle peut être ultra qualitative. Non, puis c'est valable pour tous les autres genres. La science-fiction, c'est pas forcément que des vaisseaux spatiaux. L'horreur, c'est pas forcément que du meurtre, effectivement. Comme Miyako dit que justement des personnages forts, comme Miwako dans Gokinjo Monogatari, ou ce genre de personnages qui avaient un vrai caractère, je pense que ça prouve bien l'importance de ces récits en fait, du quotidien. Et tu parlais aussi de style graphique un peu plus tôt. Est-ce que justement dans le shoujo, alors très tôt on a identifié ce qui allait être vraiment les marqueurs qui ont été soit inventés, soit ont été poursuivis par certaines autrices. Les trames avec les fleurs, les grands yeux expressifs, en tout cas toujours une sorte de raffinement esthétique qui est très poussé et très recherché. Est-ce qu'au fil des années, et tu parlais notamment des années 90, est-ce qu'il y a d'autres autrices comme ça qui, toi, t'ont interpellé dans la manière dont elles dessinaient et qui t'ont surprise peut-être? Oui, alors c'est vrai que oui, le style graphique du shoujo évolue avec le temps et qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. On reconnaît en fait en voyant tel manga, oui ça a dû être dessiné à telle époque, mais non, dans les autrices intéressantes. En fait, moi ce que je trouve intéressant, c'est quand les autrices ou les auteurs s'amusent à casser ces codes du shoujo, et je pense notamment à Akiko Higashimura, où par exemple elle reprend un code graphique de Miyuchi Suzue, où quand un personnage est choqué, en fait, les yeux, on n'a plus que les contours qui sont dessinés, les pupilles, elles ne sont plus là. Donc à l'époque, dans les années 70, c'était un moment très dramatique, quand il y a vraiment un choc chez le personnage, mais Akiko Higashimura l'utilise à titre humoristique, et ça fonctionne très bien. Elle dit un jour, elle raconte dans une page bonus qu'elle a piqué ça à Miyuchi Suzue, ou quand à un moment dans Trait pour Trait, son autobiographie, elle a un moment un coup de foudre pour un garçon à la fac, et là elle s'amuse à dessiner comme dans les années 70, pour le moment vraiment fleur bleue, où elle a
coup de cœur pour un garçon. Donc je trouve ça intéressant quand des auteurs jouent avec ces codes-là. Oui, d'autant que Yashimura, j'ai envie de dire, c'est quasiment un style à elle seule en fait. En plus, c'est quelqu'un qui a un bagage culturel quand on l'interroge justement sur ses influences qui est assez intéressant, puisqu'elle dit que finalement elle lisait des mangas très masculins, mais vraiment un peu des mangas à papa d'ailleurs. Elle disait des choses plutôt destinées aux salarymen, etc. Et j'ai l'impression en fait que ce qu'elle a réussi à faire, au-delà de proposer des œuvres très personnelles, mais c'est d'être un peu une sorte de point de convergence stylistique de plein de tendances différentes, tout en parvenant toujours à être à la page. Enfin, elle arrive toujours à capturer quelque chose de l'air du temps, et en même temps, elle-même, elle est constituée de choses qui sont très très différentes. En fait, quand on parle avec beaucoup d'autrices de shoujo, il y a un truc qui est assez indéniable, c'est que toutes, elles lisaient autre chose que du shoujo. À chaque fois que tu parles avec elles, il y en a énormément aujourd'hui dans les jeunes autrices qui ont lu du Shonen Jump, Dragon Ball, ça a biberonné énormément d'autrices aussi. Donc voilà, je pense que c'est vrai que les autrices de shoujo, elles ont un background culturel assez large à mon avis. On a essayé de faire un petit tour du shoujo, mais en fait le sujet est tellement vertigineux qu'on ne peut pas tout explorer. En tout cas, Miyako, Bruno, merci d'avoir discuté, d'avoir essayé de cerner cette problématique vaste, ce paysage qu'on n'a pas fini en fait de traverser. Merci à toi. Merci. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain épisode, toujours consacré au shoujo, où là on abordera des problématiques de traduction et d'édition en France. À bientôt et merci.